Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec des gens tatoués ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça vous a passionné. Brice Nkonda, bonjour, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, bonjour. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Rémi Branco, bonjour, vous êtes vice-président du département du Lot et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. C'est un livre qui revient un petit peu sur la désertion des campagnes, en particulier par les politiques. Oui, en particulier par la gauche qui, depuis quelques années, s'y désintéresse trop. Il ne faut pas s'étonner si derrière on a des votes, notamment à RN, qui montent. On va évoquer ce débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine. On a appris ce matin que le Rassemblement national allait s'abstenir. LR votera pour. L'aide à mourir, le débat est lancé. On va revenir sur l'hommage hier à Arras aux victimes du terrorisme, en particulier aux enseignants. Et puis les méga camions sur nos routes. Alors ça, j'avoue que ça m'a sidéré, mais je vous en reparlerai dans un instant. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Luc, avec vous, coup de cœur? Bon, c'est un coup de cœur pour la réussite du cinéma français, avec le carton plein réalisé par Anatomie d'une chute. On peut pas rêver mieux. Voilà, ça, je pense que c'était excellent pour le cinéma, excellent pour le cinéma français. Voilà, le cinéma est une industrie difficile. Qu'il existe encore. Il y en a très peu en Europe qui existent réellement. Le cinéma français existe. Voilà, je m'en félicite. Tellement subventionné, moi aussi je m'en félicite. Mais au prix que ça coûte, le nombre de films que personne n'ira jamais voir. Et non mais attendez, les subventions du cinéma, les intermittents du spectacle et tout. Heureusement qu'on a de temps en temps des récompenses, mon cher Jean-Luc. Heureusement qu'on a des intermittents du spectacle parce que nous avons encore une société du spectacle en France. Il y a très peu de pays qui le font. Et justement ces pays, notamment en Europe, regardez l'état de la culture dans beaucoup de pays européens, la nôtre existe encore, notre culture existe encore, notre définition de la culture existe encore, et sans intermittents, il n'y a pas de culture, et sans intermittents... Mais de toute façon, sachant qu'il n'y a pas de culture française, c'est bien connu. Bon, et vous l'avez vu, Anatomie d'une chute ? Alors j'ai été le voir il y a maintenant près de 5 ou 6 mois. Au départ, le sujet ne me passionnait pas. Non, j'ai trouvé que c'était l'arrivée non plus. Pardon. Un bon film de cinéma. Voilà. Moi, j'avoue que ça m'a ennuyé et que je ne comprends pas bien le succès, mais voilà, je pense que c'est compliqué de le dire devant l'unanimisme autour de ce film. Vous avez aimé Oui, j'ai été captivé. C'est un film assez troublant qui nous fait nous poser beaucoup de questions et avec quand même un jeu d'acteur assez exceptionnel qui est captivant pendant ces 2 heures. Et le chien est très beau aussi. Oui, le chien joue bien. Alors les gens sont très contents, mais Valérie, vous n'êtes pas vraiment la seule. Les gens sont très contents, mais enfin, il n'y a pas d'enthousiasme. Non. Ils disent ça c'est un bon film, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Et je trouve, Justine Triet aux Oscars de parler de son passage de la quarantaine et puis qu'il laisse son mec derrière. J'ai trouvé, j'ai pas beaucoup de sympathie pour cette personne. J'ai trouvé que voilà, c'était très égocentré. Elle avait fait un drame d'abord au début, absolument. Après il y a son talent qui a rattrapé les choses. C'est très égocentré de dire ça va m'aider à passer le passage de la quarantaine. Et c'est la caractéristique du cinéma français, ça. Bon, allez. Peut-être pas. On peut peut-être pas stigmatiser tout le monde. Non, stigmatise pas. Brice, c'est un peu plus... Non, mais j'ai trouvé son pauvre mec qui était derrière. Bon, vous allez me dire pour une fois que c'est les mecs qui sont derrière. Ça change. Bon, et puis, ça a été drôle. Sympathique, on n'a pas insulté la ministre de la Culture. Rachida Dati a échappé aux insultes habituelles. Non, mais pas on parle des Oscars. Pardon, les Oscars. Non, je sais. Je pensais au César. Je pensais au César où elle avait... Brice Nkonda voulait revenir sur une autre polémique, celle d'Aya Nakamura. Alors, je ne sais pas si elle a été évoquée sur votre antenne, mais j'ai un coup de gueule, effectivement. C'est la façon dont on traite le fait que Aya Nakamura va chanter Edith Piaf. Alors moi, il faut que vous sachiez déjà que je suis pas un grand fan d'Aya Nakamura. Je comprends pas ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle est un peu dénudée avec des poses lascives, etc. Donc moi qui ai des enfants, je suis pas super fan. Cela étant dit, il y a une certaine musicalité, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Et ce que je vois vraiment sur les réseaux sociaux me dégoûte. Je trouve, j'ai vu des commentaires où comment peut-on proposer ça
pour les Jeux Olympiques. Donc il y a une chosification d'Aya Nakamura. Il y a du racisme qui est en train de de se déverser. Et je trouve qu'on peut ne pas être d'accord avec cette candidature sur un certain nombre d'éléments, comme ceux que j'ai évoqués. Mais pas sur le fait qu'elle soit noire, pas sur le fait, voilà. Donc je trouve que là, pour l'instant, c'est une cible un peu facile, un défouloir, et que les gens y vont un peu trop fort. On peut ne pas être d'accord avec ce profil-là, mais j'écoutais ce matin Marion Maréchal Le Pen qui disait c'est un choix politique. Elle a raison, c'est un choix politique. Oui, de dire c'est une France de la diversité, etc. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est en train de se passer, c'est la porte ouverte à toutes les insultes racistes. Et ça, je suis pas d'accord. Alors mais est-ce qu'on a le droit de la critiquer sans se faire traiter de raciste? Voilà. Oui, mais ce que j'ai vu, Valérie, c'est pas ça. Ce que j'ai vu, c'est autre chose. Moi, ce que je vois, c'est quand même, justement, vous le disiez, j'ai pas envie d'avoir ce lacisme, cette posture pseudo-sexy, ordinaire, je ne veux pas dire vulgaire parce que c'est pas gentil, mais c'est limite. Vous pouvez estimer que c'est vulgaire. J'estime que c'est vulgaire et j'ai pas envie de voir la France représentée par cette vulgarité. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Oui, mais c'est vrai qu'elle est l'objet d'attaques racistes inévitablement. Mais il y a des cons partout et ils sont nombreux, en particulier sur les réseaux sociaux. Rémi, vous vouliez revenir, vous aviez un coup de gueule, vous? Oui, je suis élu, vous l'avez rappelé, d'un territoire rural, le Lot, un territoire agricole où depuis des mois, pour pas dire plus, on a des agriculteurs qui sont sur des ronds-points, qui renversent des pancartes, qui sont extrêmement inquiets par rapport à leur situation. Ça a donné lieu aux manifestations où, vous savez, on leur a passé la brosse à reluire pendant une semaine au salon de l'agriculture, on leur a promis des prix planchers, on leur a promis que plus rien ne serait jamais comme avant, qu'on arrêterait les traités de libre-échange qui les met en concurrence déloyale avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et on ne trouve rien de mieux à faire une semaine après, 15 jours après, que d'approuver un accord de libre-échange avec le Chili en faisant venir des produits de l'autre bout du monde qui sont produits dans des conditions dont on sait qu'elles sont pas les mêmes. Ces fameuses clauses miroirs sont toujours pas à l'œuvre, et moi ça me rend fou parce que quand on est peut-être à Paris, à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, on se paie pas derrière tous les agriculteurs sur les ronds-points. Moi je sais que je vais les retrouver dans les semaines à venir, ils vont me dire mais qu'est-ce que vous foutez, ça fait une semaine, 15 jours, 3 semaines que vous nous dites plus jamais ça, et derrière on entend quoi? Qu'on continue comme avant. Et ça c'est pas possible parce que derrière nous on va les avoir, et nous c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos familles, c'est des gens qui font vivre nos territoires. On peut pas avoir un double discours en permanence avec les agriculteurs. C'est du en même temps, c'est ça? C'est du en même temps. Alors on est avec eux avant le salon de l'agriculture parce qu'on sait que les caméras auront les yeux braqués dessus, et dès que les caméras tournent le dos, on continue comme avant, business as usual, puisqu'il s'agit en l'occurrence de business. Pour aller à la fois dans votre sens mais pas dans votre sens, c'est que on est dans un monde où tout va très vite, et en revanche, dès qu'il y a une décision d'ordre politique ou qu'il faut changer quelque chose, etc., ça prend un temps fou. Et donc, de toute façon, on est déçu. C'est ça qui est horrible. On vous annonce plein de trucs, mais pour n'importe quoi, il faut 6 mois, il faut changer des textes, il faut... Non, mais ce qui est insupportable, c'est le double discours. C'est pas tellement le double discours, c'est que ça passe pas à l'acte parce qu'ils n'y arrivent pas. Non, il y a quand même un sujet, c'est que... Ils n'y arrivent pas, pourquoi? Il y a quand même un sujet, c'est qu'on... Ils n'y arrivent pas parce que la politique agricole commune est une politique commune de l'Union européenne. Et que... notamment les grands dirigeants du syndicat majoritaire en France, la FNSEA, sont totalement d'accord avec la politique menée par la politique agricole commune. D'ailleurs, ils en sont une prédéfinition à chaque fois. Et c'est toute la complexité. Rémi, tu vis dans le Lot, tu as vu notamment les actions du second syndicat agricole, la coordination rurale, qui défend autre chose. Mais changer la politique agricole commune aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, on en est très très loin. Et la France ne défend pas un changement. La France, avec la FNSEA et le CNJA, le syndicat majoritaire, défend la politique agricole commune. Et défend les échanges internationaux, parce que nous sommes dans le cadre des échanges internationaux, nous vendons de l'alcool, nous le savons, du vin notamment, mais nous vendons aussi du blé. Donc nous sommes partie prenante des échanges. Et c'est toute la complexité. Je ne dis pas que c'est bien. J'explique la complexité. On doit marquer une pause, vous pourrez réagir, Brice Nkonda, au retour après le journal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité et tenter de se mettre d'accord avec Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Rémi Branco, vice-président du département
département du Lot. Et je rappelle votre livre, Loin des villes, loin du cœur, aux éditions de l'Aube, une analyse sur la désaffection des politiques de gauche en particulier, qui perd les campagnes électorales au profit du Rassemblement national. On va parler de ce débat à l'Assemblée nationale, justement, sur l'accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine. On va parler de l'aide à mourir dans la dignité, de l'aide à mourir avec le débat qui est lancé. Et puis, la meilleure arme contre le terrorisme, c'est l'école. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Alors, Brice, juste avant le coup de gueule de Sophie, vous vouliez réagir à ce que disait justement Rémi Branco sur le double discours vis-à-vis des agriculteurs. Moi, mon sentiment, et c'est même plus qu'un sentiment, c'est très clair, c'est qu'il faut être vigilant sur le long terme, avec toutes les mesures qui sont proposées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mesures qui, effectivement, vont rentrer dans la durée, comme les normes, etc. Donc, il faut vraiment les pérenniser. Il y a un certain nombre de mesures, comme par exemple le GNR, le gaz, c'est l'augmentation qui a été supprimée pour 1 an. Donc, en fait, parfois, on est sur un panel de mesures qui dure un certain temps, mais après, rebelote. Donc, en fait, je pense que les agriculteurs, effectivement, ont tout intérêt à être vigilants dans la durée. Et on a déjà eu le cas plusieurs fois sur les émeutes dans les quartiers, sur les gilets jaunes. Il y a tout un tas d'une batterie de mesures qui font la une. Ouais. Et après, on se rend compte que dans le fond, rien n'a changé comme problème. Donc effectivement, et d'ailleurs, je crois qu'à Bordeaux, les agriculteurs ont continué à manifester. Et je pense qu'ils ont intérêt à rester mobilisés parce que c'est pas encore fait. Sophie, avant de vous donner la parole, parce que ça va engager une discussion, moi j'ai été sidérée par cet article dans le Parisien ce matin sur les camions géants dans l'UE, c'est-à-dire qu'il y a un vote au Parlement aujourd'hui pour autoriser des méga camions jusqu'à 25 mètres et 60 tonnes. C'est des monstres absolus. Donc qui peut proposer ça? C'est anti-écolo. Il y a la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont dotés de ce type de camions. Et donc ces poids lourds qui seraient électriques et à l'hydrogène. Néanmoins, ça pose le problème des infrastructures, des routes, des accidents, des villages. Enfin, comment, je n'arrive pas à comprendre. On parle du double langage où on nous parle d'écologie. On sait que le fret ferroviaire est ce qu'il y a de plus écologique, et on prend des décisions comme celle-là. Enfin, j'avais envie de dire, on nous emmerde avec l'écologie quelque part sur des détails, et on va autoriser ces camions géants. Enfin, moi, je comprends pas. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que l'Europe l'impose. Oui. Ça devrait, c'est de la subsidiarité quand même. On a les camions sur son territoire qu'on a envie d'avoir, non? Non, c'est l'Europe. Jean-Luc. Non. Jean-Luc. Encore une fois, les règles de l'Union européenne sont ce qu'elles sont, mais c'est des décisions qui sont prises à la majorité, parfois à l'unanimité d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne. Moi, je trouve ça totalement aberrant, des camions, 25 mètres de camions à doubler sur une autoroute, surtout quand les camions aujourd'hui sont capables de rouler à 90, 100, 110, vous le voyez très bien quand vous prenez l'autoroute, ça m'arrive. Voilà. Bon, il s'agit évidemment de pays qui ont des territoires, on pense à la Finlande, à la Suède, qui ont des territoires avec des centaines, si ce n'est des milliers de kilomètres. Mais en parallèle à cela, on est en train d'abandonner, et notamment en France, le fret ferroviaire. Ouais. Or, mettre des camions à la rallonge, comme vous voyez sur certaines de nos grandes autoroutes, la 7, la 1, et il y en a pas mal d'autres, avec des séries de camions qui se succèdent et qui sont les uns derrière les autres. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à un train. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour le transport des marchandises que le train. Et donc, c'est toute cette filière-là qu'il faut relancer. Malheureusement, au niveau de l'Union européenne, c'est pas le cas. Non. C'est n'importe quoi. Et en fait, j'ai eu la même réflexion que M. Benamias, c'est que à ce niveau de taille et de poids, autant aller sur le train. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Qui prend ces décisions? L'Union européenne a un texte validé en commission parlementaire transport au nom du verdissement du fret. Je vois pas très bien où on verdit, mais bon, nous proposons de rationaliser l'usage des méga camions avec une évaluation de l'incidence sur la sécurité. Oui, l'évaluation, la sécurité, les infrastructures. Vous imaginez les ponts vers la France n'est pas adapté dans là où je crois qu'ils sont embêtés, c'est que dans les pays qui ont autorisé, il y a également le Portugal et l'Espagne. Et il n'y a que la France entre les deux qui n'autorise pas. Donc ça les embête un petit peu peut-être. C'est que des gros camions, méga camions, fustiles énormes. Qui passent, Bien sûr qu'on en a qui passent. Ils sont financés par qui? Par les entreprises privées. Si on demande de financer du fret ferroviaire, là tout d'un coup c'est aux États qu'on va demander de mettre la main à la poche. Et le fret ferroviaire,
si demain on veut un réseau européen, et là, bienvenue aux élections européennes, moi j'engage les candidats à prendre clairement position dessus. Absolument. Il faut un Airbus ferroviaire, comme le propose par exemple Carole Delga, mais à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des grandes lignes européennes qui permettent ce fret. Si on le fait pays par pays, ça n'aura pas de cohérence. Et effectivement, les entreprises auront bon dos de dire, écoutez, nous on continue par camion parce que le train n'est pas adapté. Petite subtilité, il y a une privatisation en cours du ferroviaire. Vous êtes au courant ? Bien sûr. Donc même le ferroviaire va être privé. Et je vous rappelle qu'il y a 4 ans... Ça n'est plus qu'une question d'État, le ferroviaire. Et je vous rappelle qu'il y a 4 ans, on a failli fermer Perpignan-Paris. Le fameux train. De primaire. Mais moi, je voudrais savoir quand il est refermé. Il a été refermé. À ma connaissance, il ne marche plus. Quand je dis qui décide ça, je sais bien que c'est l'Europe, mais j'aimerais comprendre la mentalité des fonctionnaires européens, ou quelles sont les pressions. C'est pas les fonctionnaires, c'est les députés, c'est les élus. Oui, enfin c'est préparé déjà. Il y a des lobbyistes derrière. Ah non mais. Quand même si. L'Union européenne est une structure où la Commission européenne ne décide pas tout. Le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, c'est les grands décideurs. Et puis après, il y a le Parlement. Et il y a des grands débats. J'en sais quelque chose. J'ai été 2 fois député européen. Ces débats sont des débats permanents. Et le problème, c'est qu'il y a des décisions prises à un moment donné à la majorité et que selon l'état des pays, selon l'espace dans les pays, selon les espaces de régulation, notamment par rapport à la notion de service public, cette notion-là, au niveau de l'Union européenne, a disparu. On appelle ça maintenant service d'intérêt général. Un service d'intérêt général, ça peut être des services privés, et donc ça peut être de la privatisation. Et nous sommes dans un état de privatisation généralisée d'un certain nombre de nos services. C'est ainsi, et c'est une majorité qui vote ça. Ouais. Je comprends bien que ça débarque là et que ce soit voté comme un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe, on ne comprend pas. Frédéric Delorme, qui est président de Rail Logistique Europe, alors lui, il dit le rail est 7 fois plus économe en énergie que la route. Donc c'est là où je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. On nous demande d'acheter des voitures électriques, de couper l'eau, de l'électricité et tout ça. Et il dénonce les dangers des méga camions pour les piétons et les cyclistes. Distance de freinage rallongée, difficulté à tourner. C'est-à-dire que vous allez avoir des énormes camions avec des remorques. Effectivement, ça fait penser à des trains. Mais Valérie, c'est comme la ZFE, les zones à faible émission. En fait, on va demander à des ménages populaires d'acheter des voitures électriques qui coûtent je sais pas combien, et en fait, ils vont pas pouvoir s'en acquitter. Donc en fait, on n'arrête pas de repousser la mise en œuvre de la ZFE. Et voilà, donc, et le vrai danger de l'Europe, c'est pourquoi ça arrive là. Pourquoi ça ? En fait, non seulement cette écologie est punitive financièrement, mais elle n'est pas intelligente. C'est pas une manière. Et c'est un calcul de court terme. Parce qu'effectivement, à moyen terme et à long terme, ça va nous coûter cher. Moi, j'habite dans le Lot. On a des ponts qui sont aujourd'hui mis en danger par des poids lourds. J'ai un pont chez moi à Touzac qui a été mis en danger par un camion ukrainien qui faisait 40 tonnes sur un pont autorisé à 19. Résultat, les habitants, 2 ans et demi de travaux, 3 millions pour le département qui le prend à sa charge, avec donc 2 ans et demi pendant lesquels les habitants y mettent 20 km de plus par jour, parce que c'est 10 km de détour à l'aller, 10 km au retour pour aller voir un parent. Et il n'y a pas de responsabilité quand vous avez un camion de 40 tonnes. On a porté plainte, mais vous imaginez bien que l'entreprise polonaise, en l'occurrence, elle ne va pas rembourser les 3 millions d'euros. Donc le vrai souci, c'est le calcul à long terme de ce genre de décision. C'est pas simplement aujourd'hui, est-ce qu'on fait le train ou le camion, c'est si on fait ces méga camions, quels dégâts sur les infrastructures et qui paiera. En l'occurrence, c'est les Lotois qui paient pour cette incivilité qui aurait pu être plus grave. Rappelez-vous, à Mirepoix, des enfants étaient morts sur un passage sur un pont qui a été fragilisé par un poids lourd. Écoutez, en tout cas, ça a été je vois que ça vous a fait réagir aussi. Et en commission de transport, le texte a été soutenu par le groupe sociodémocrate, PPE droite et Renew, les libéraux, à l'exception de Dominique Riquet, le dossier. Bon, bref, on verra. Il faut voir pays par pays, effectivement. Sophie, c'est un coup de gueule. Oui, enfin c'est un coup de gueule qui est terrible. J'ai un coup de gueule contre la mort. Contre la mort. C'est mal. Le gouvernement a décidé de prendre une politique mortifère, sociologique, pour des raisons que j'ignore. En l'occurrence, on a l'avortement. Je ne reviens pas sur le pour ou le contre. On a le droit à l'avortement avec tout ce que ça comprend, etc. Ensuite, le droit au suicide et à l'euthanasie. Tout de suite après, ça suit. Et puis la guerre en Ukraine où on envoie des hommes au sol. Non, et donc, je suis désolée. Ce sont c'est un climat extrêmement mortifère et dangereux. Et je trouve que c'est très grave, en particulier, je pense à l'IVG et à l'euthanasie, parce que qu'on fasse des lois. Encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond. D'ailleurs, c'est horriblement compliqué. Mais inversement, en même temps, je dirais,
Les femmes ne peuvent pas se faire avorter, c'est très compliqué partout, etc. Il y a des médecins qui veulent pas, on sait pas où ça va aller, les délais, enfin, voilà. Et euthanasie, même topo. En l'occurrence, les centres d'assistanat, les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont complètement insuffisants. C'est un travail extraordinaire. On a vu des gens qui voulaient mourir, qui voulaient plus mourir au bout de 3 mois. On en manque considérablement. Ben non. Et alors en plus, on appelle ça une loi humanité. Et je suis très choquée par. Ils l'ont pas appelé humanité quand même. Non. Pardon ? Ils ont aide à mourir. Non, il y a humanité, la loi pour l'humanité. Oui. Non. C'est beau. Si, il y a le mot humanité. Et le mot dignité. Et humanité. Bon. C'est Macron qui a dit qu'il faudrait que ce soit la loi pour l'humanité. Donc je pense qu'on est en train de déprimer des populations. Ça vient à un mauvais moment. Ça se surajoute à du confort et de l'assistanat aux malades ou aux femmes qui n'existent pas. Et moi, j'en ai par-dessus la tête de ce type de débat. C'est ce que vous dites, c'est de la com. On va y revenir. On va marquer une pause. En fait, le président de la République a dit très précisément, oui, c'est une loi d'humanité. Voilà. On y revient dans un instant. Vous pourrez réagir. Effectivement, la question qu'on a posée un peu sur ces projets de loi et ces propositions qui sont faites sur des sujets de société pour occuper le terrain. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, alors je vais vous faire réagir au coup de gueule de Sophie. Donc sur, en gros, c'est la mort comme programme gouvernemental et comme diversion, c'est ce que vous dites. Et sous le couvert d'humanité. Et j'en peux plus. Et je veux dire que les Français sont déprimés. La situation internationale est terrible. Leur situation personnelle n'est pas bonne. Et je trouve que le gouvernement est très coupable d'entretenir ça. Ouais. Très coupable. Alors, qui veut réagir, Brice ? Alors moi je pense que c'est un gros sujet. Pourquoi il arrive là maintenant ? La problématique c'est que chacun a ses croyances profondes et donc les croyances. Il y a des gens qui ont des croyances religieuses et pour le coup qui sont absolument contre. D'autres qui n'ont pas de croyances religieuses. Il y a certaines personnes qui pendant leur vie nous disent mais moi je voudrais pas souffrir, je voudrais me donner la mort. Et quand ils arrivent vraiment dans ce moment-là, en fait ils revoient un peu leur jugement. Donc en fait c'est quelque chose qui est assez dur. Ça c'est du suicide, c'est encore autre chose. Ouais, alors déjà moi il y a une première remarque, c'est que la carte hospitalière des soins palliatifs déjà elle n'est pas au niveau. Bien sûr. Déjà avant même de parler de quoi que ce soit, il faut se donner les moyens d'eux. Donc ça c'est le premier point. La deuxième remarque que je me fais, c'est que il faut vivre avec ses convictions et peut-être mourir avec ses convictions. Mais il faut que le cadre il soit strict. Alors il y a quatre conditions strictes là, être majeur, donc ça c'est évident, capable d'être d'un discernement plein et entier. Moi j'ai mémoire parce que je l'ai vécu que dans certains établissements de fin de vie, il y a certaines personnes qui sont sous curatelle par exemple et qui peuvent se faire manipuler pour des questions d'héritage. Donc il faut effectivement qu'il y ait une commission qui veille à ce que le discernement soit plein et entier. Et ça, si on se donne pas les moyens de le garantir, c'est un peu compliqué. Atteint d'une maladie incurable, le cancer, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui vont à l'étranger, donc pourquoi pas, et puis le pronostic vital engagé. Donc, ce que je me dis, c'est que est-ce que finalement la loi Leonetti ne suffisait pas ? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de revenir avec ce sujet-là ? C'est-à-dire qu'il ça marque un cadre pour des gens effectivement qui sont dans la situation de la maladie de Charcot, qui devaient partir. Vous avez vu Charles Bietri, patron des sports de Canal+, qui dit merci parce que je vais pouvoir mourir en France et je ne suis pas obligé de partir en Suisse ou en Belgique. Donc peut-être quand même que ce cadre-là est différent. Aujourd'hui, un médecin peut, dans les exemples, on a eu beaucoup de témoignages hier, effectivement donner plus de morphine et faire que la mort vraiment survienne pour des gens qui sont en toute fin de vie. Sauf que les gens qui ont la maladie de Charcot, il y a un moment, ils perdent l'autonomie de leurs bras, de la parole, et c'est la respiration. Donc il y a un moment où il y a des gens, je connais, j'ai la belle-sœur d'une amie qui ne voulait pas mourir étouffée, donc elle demandait à mourir alors qu'elle était encore valide et consciente, et donc ce cas-là en France n'existe pas, donc avec la loi ça va peut-être changer. Je ne sais pas qui je crois que effectivement la question c'est celle du cadre à poser et celle du consentement, et les 5 critères que vous avez évoqués, ils sont essentiels, c'est des garde-fous absolus. Jamais l'aide active à mourir ne doit être rendue possible dans une situation de détresse par exemple psychologique ou de maladie neurodégenératives.
neurodégénératives. C'est le cas, par exemple, d'Alzheimer, et beaucoup de cas sont confrontés à cette situation. Moi, il y a un autre élément sur lequel je voudrais quand même porter notre attention à tous, c'est l'idée qui a été émise par Emmanuel Macron, qui n'était jamais apparue jusque-là dans les débats, qui est la question de qui procède à l'injection létale. Pour l'instant, on avait le suicide assisté, bien sûr, le médecin, c'est-à-dire soi-même qui pouvions mettre fin à nos jours, un médecin. Et là a été introduite par Emmanuel Macron l'idée qu'un proche... Mais c'est inimaginable. Là, c'est très différent. C'est épouvantable, parce que là, imaginez la pression que ça met sur la personne concernée, un fils, un conjoint. C'est immonde. Sur cette question-là, je trouve qu'Emmanuel Macron a ajouté un élément qui est de nature à cliver et à créer du débat sur un sujet dans lequel il faut absolument rassurer peut-être toute la population. Quelqu'un veut une injection pour quelqu'un de son entourage, peut-être. Ouais. Jean-Luc. Oui. Vous savez, il y a 2 pays en Europe au moins qui ont 20 ans d'expérience par rapport à cela, qui s'appellent les Pays-Bas et la Belgique. Ouais. Non, la Suisse, c'est pas membre de l'Union européenne, mais je reconnais l'existence de la Suisse. J'ai pas de problème avec ça. Des gens peuvent y aller, mais c'est différent. Les Pays-Bas, donc 20 ans, la Belgique, de nombreux Françaises et Français qui veulent mourir, ce qu'on appelle mourir dans la dignité, passent par là quand ils en ont les moyens. Le sujet est un sujet extrêmement sensible. Mais quand on regarde ce qu'a décidé Emmanuel Macron, je vous rappelle par ailleurs qu'on avait réuni, à la demande d'Emmanuel Macron, une convention citoyenne avec 150 citoyens, un peu plus ou un peu moins, qui avaient débattu pendant plusieurs semaines sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et là, c'était le sujet sur mourir dans la dignité, qui avait fait un certain nombre de propositions. Alors, les propositions faites par Emmanuel Macron, j'ai quelques critiques, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un débat extrêmement important qui aura lieu à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement. Et je pense que dans ce débat, on devrait arriver à trouver un modus vivendi qui fasse qu'il y ait une prise en compte de cette demande à mourir dans la dignité, avec la prise en compte aussi de ce que sont chaque maladie. Parce qu'il est très... maladie de Charcot, tout le monde voit bien l'énormité de cette maladie. Mais plus complexes sont, par exemple, les malades d'Alzheimer. Bien sûr. Quelle période on peut définir que le malade d'Alzheimer est encore suffisamment conscient pour dire, si ça va plus loin, arrêtez-moi, ou pas. Et donc, toute cette complexité, j'espère qu'on aura un vrai débat, un débat non passionné, mais passionnant à l'Assemblée nationale. Mais la question que posait Sophie, c'est sur le côté mortifère des annonces d'Emmanuel Macron, qui sont effectivement dans ce... c'est ça, c'est ce que vous disiez. Je suis désolée, l'avortement, même si c'est un progrès et je suis pour, il y a quand même quelque chose. Puis en même temps, on nous dit faites des enfants, c'est épouvantable. Il faut faire des enfants parce que une injonction contradictoire. Je veux dire, on comprend plus rien. Je veux dire, on marche sur la tête là. On comprend quand même. En fait, avec ces mesures, je comprends très bien. Oui, on comprend. Non, mais moi, j'ai pas très bien compris le moment. On peut pas tout mélanger. On peut pas mélanger l'IVG et mourir dans la dignité. Moi je mélange. Excusez-moi. C'est ce que font les curés, hein. Enfin, c'est ce que font les religieux. Mais ça c'est autre chose. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord. Les religions ont le droit d'exister, elles existent. Je comprends bien, c'est donner la mort. Le point commun, c'est donner la mort. Oui, enfin, non, sauf si vous considérez qu'un embryon n'est pas un individu et que vous ne donnez pas la mort. Je trouve quand même que ces sujets, en ce moment, je comprends très mal dans la difficulté du monde actuellement qu'on mette ce sujet en ce moment en discussion. Mais juste, et je reviens sur le début de votre intervention, Sophie, et c'est ce que nous dit un auditeur, c'est par exemple les Pyrénées-Orientales ne possèdent pas d'unité de soins palliatifs. Oui, ça devrait être la priorité du gouvernement. Bien sûr. Et vous avez aussi en matière d'IVG des femmes qui sont obligées de changer de département. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Et moi, je pense que c'est la question des moyens. Le déficit français. Que ces lois, on est là, on se réjouit, mais pour la vie des gens, c'est... Et moi, ce que je voudrais pas, c'est que cette annonce et ce débat-là masquent un autre débat qui est gigantesque devant nous, et moi je le vois dans un département vieillissant et rural comme le Lot, c'est la question du vieillissement. Et du vieillissement dans la dignité, pour le coup. Et là, si je prends ma génération, j'ai aujourd'hui 39 ans, quand j'en aurai 80, 85, on sera 3 fois plus d'octogénaires. Donc 3 fois plus de personnes qui seront possiblement, à un moment dans notre parcours de vie, victimes de dépendance, et avec des familles derrière qui n'auront pas les moyens de nous payer l'EHPAD, de nous prendre en charge, et pour qui on va devenir à notre tour
toujours une charge. Et je trouve que c'est assez indécent aujourd'hui d'ouvrir des débats qui sont très importants, qui sont symboliques, sans parler de graves problèmes sociaux qui vont se créer dans nos territoires. Et aujourd'hui, vraiment, entre le reste à charge pour les familles et toute la situation des travailleurs, des aides à domicile qu'il faut d'urgence revaloriser, je rappelle que ça a été une promesse faite en 2018. On parle de promesses aujourd'hui enfin accomplies comme celle du droit à mourir dans la dignité, mais celle du vieillissement, du droit à vieillir dans la dignité, pour moi elle est urgente. On aurait ces sujets-là, c'est positif, on aurait l'impression d'avancer, d'avoir une vision. À la fois pour les personnes concernées et pour leurs enfants. Au lieu de zigouiller pour qui c'est une angoisse d'avoir des parents à prendre en charge. Après il y a quand même un sujet, c'est que politiquement, avec son absence de majorité absolue, il est un peu obligé de se réfugier dans des mesures sociétales. Et en fait, c'est des sujets qu'il a pris. Non mais c'est des sujets qui nous touchent dans notre intimité. Et tout le monde est concerné finalement, que ce soit l'IVG ou que ce soit l'aide à mourir. Voilà, tout le monde le connaît dans sa famille, quel que soit le bord politique. Et en fait, le sujet qui est derrière, c'est que finalement l'IVG, le vrai combat, c'était Simone Veil. Lui, il a enfoncé une porte ouverte. Et pour le sujet de mourir dans la dignité, la loi Leonetti suffisait. Il fallait se donner les moyens aussi de bien l'appliquer. Donc au final, il fait des mesures pour la communication essentiellement. Allez, on se retrouve dans un instant. Voilà, c'est le résumé. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'Ukraine, de la position de la France et du débat à l'Assemblée cet après-midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, autre sujet du président de la République, l'aide à l'Ukraine, avec un débat cet après-midi à partir de 16h, je crois, à l'Assemblée nationale. L'idée de déterminer la stratégie d'aide à l'Ukraine. Donc, on a entendu un petit peu tout et son contraire, avec un président de la République qui semblait évoquer l'envoi de troupes, démenti par son ministre des Armées. On l'a évoqué un petit peu ici, comment comprendre cette attitude. Alors peut-être ce que vous disiez hors antenne, Rémi Branco, que en fait il veut dire j'avais raison et qu'il voit sur le long terme Emmanuel Macron. Alors, sur le soutien à l'Ukraine. J'espère qu'on n'est pas dans ce degré de cynisme à penser que dans 2 ans la guerre sera encore aggravée et qu'il pourra dire j'avais raison, comme il avait eu raison, c'est vrai, pour le coup, pour dire qu'il fallait livrer des chars et qu'il fallait livrer des munitions. Dans le débat qui s'ouvre aujourd'hui... Il a essayé de négocier au début quand même. Oui. Dans le débat qui s'ouvre aujourd'hui, il ne faut pas confondre justement ces déclarations-là qui posent un problème parce que forcément politiquement ça fait réagir et nos alliés réagissent mal et on les comprend, et la question qui va être posée à l'Assemblée nationale du soutien, de l'augmentation du soutien militaire apporté à l'Ukraine. C'est 2 questions très différentes. Et quand on pose la question, dire que c'est la même. Et c'est la raison pour laquelle je reproche au président de la République de s'être exprimé de cette façon-là quelques jours avant ce débat. En revanche, ce débat, c'est bien qu'il ait lieu parce qu'il faut qu'on ait un débat national sur cette question. Il faut que l'Assemblée s'en empare, mais il ne faut pas confondre. Là, on parle de soutenir un régime, l'Ukraine, qui est attaquée depuis 2 ans par une dictature et qui a besoin d'un soutien militaire, sans quoi elle est en risque d'effondrement. Par rapport à cette question-là, on ne peut pas dire, comme le fait le Rassemblement national et peut-être, je ne l'espère pas, certains partis de gauche, ça ne me regarde pas, je m'abstiens et j'attends de voir ce qui se passe. Que dirait-on si la France était attaquée sur son territoire et que les États-Unis disaient, Trump ou Biden disaient, nous on s'abstient, on regarde ce qui se passe en France, on les laisse faire. À un moment, on a un devoir élémentaire de solidarité envers un pays sur un territoire européen qui est l'Ukraine, qui est de les soutenir jusqu'au bout. Pourquoi ce devoir est-il élémentaire ? Parce que c'est pas simplement, d'abord parce que c'est un pays libre qui est attaqué par une dictature. Pourquoi c'est un devoir et pourquoi c'est élémentaire ? C'est un devoir parce que c'est au mépris du droit international qu'un pays libre est attaqué en son sein, que des populations sont exterminées, sont menacées, et deuxièmement, il en va de notre sécurité collective. Vous êtes sûr ? Ah oui, y compris, vous savez, tout à l'heure on a parlé d'agriculture. C'est la théorie. C'est de la théorie, vous parlez avec conviction, mais rien de... Oui, mais c'est une théorie. Parce que ça fait maintenant 15 ans, 20 ans que la Russie poursuit cette politique. Je suis pas en train de vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, je suis en train de vous dire que la Russie continue méthodiquement, année après année, la même politique d'annexion. 2 pays avec la bombe atomique, ça change tout. Bah oui. Et donc on laisse faire ? Moi, je sais pas. Quand j'ai 2 pays avec la bombe atomique, j'ai tendance à réfléchir. Mais néanmoins, vous dites la France, c'est pour nous, la France est menacée, l'Europe est menacée. Le conflit dure depuis 2 ans maintenant, et Moscou devait balayer en quelques jours l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que Moscou aujourd'hui, est-ce que la Russie est en mesure d'envahir l'Europe ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Alors, Brice Nkonda. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'ai le désagréable sentiment d'une instrumentalisation à grande échelle. Pourquoi ? Parce que on a un président qui met ce sujet de la guerre en Ukraine au cœur des Européennes.
Et je pense qu'un président devrait avoir plus de hauteur et pas manipuler les foules. Et en fait, vous avez dit que c'est bien qu'on ait le débat au Parlement. En réalité, le dispositif d'aide à l'Ukraine, il est déjà prêt. C'est simplement pour acter des positions par rapport aux partis extrêmes. Je trouve on est déjà les deuxièmes en livraison d'armes. Donc je pense qu'on pouvait... Après, se pose la question dans le débat qu'il y aura au Parlement du contenu du débat. Apparemment, effectivement, il n'y a pas l'engagement des troupes au sol. Enfin, je veux dire, quand le président évoque cette possibilité-là, il sait ce qu'il dit. Un président ne devrait pas dire ça, à mon avis. Oui. Et à mon avis, c'est des sujets qui sont tellement stratégiques, qui peuvent être effrayants pour la population. Il faut s'en garder. Sauf que Emmanuel Macron, visiblement, ne recule devant rien pour faire de ce sujet un sujet clivant pour les Européennes. D'où le sujet de l'instrumentalisation. Le deuxième point, c'est que potentiellement, dans le contenu, il y a l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui a quand même été un des motifs de déclaration de la guerre. Oui. Et il y a le sujet de l'intégration de l'Ukraine à l'UE. Avec tous les sujets qu'on évoquait en termes d'agriculture, le poulet ukrainien, etc. Donc, pourquoi mettre ça dans le contenu ? À un moment donné, on peut effectivement comprendre qu'il y a un certain nombre de lignes rouges. Et puis, quand on discute dans la rue avec des Français, ils nous disent, mais ils comprennent pas. On n'arrête pas de payer le coût de la vie, l'inflation. Il y a un plan qui est annoncé par Bruno Le Maire sur plusieurs années pour faire des économies. Et d'un autre côté, on envoie de l'argent à l'Ukraine. C'est ce qu'ils vous disent, les Français. Pardon, quand on les croise. Du coup, on fait quoi ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On laisse tomber ? Non, mais il y a déjà des choses en cours. Il y a déjà des livraisons d'armes. On est le deuxième pays qui livre le plus d'aide. Dans le monde. Alors, deuxième exportateur d'armes au monde. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Pourquoi, encore une fois, en faire des tonnes et défrayer tout le monde ? Parce que vous voyez bien que l'Ukraine est en difficulté. Aujourd'hui, c'est le sens des propos de Zelensky. Oui, mais est-ce que c'est le rôle de la France d'engager des troupes au sol ? Vous irez jusque-là ? Ah non, mais c'est pas le débat. Non, cet après-midi, c'est pas le débat. Mais c'est une éventualité. Et le contenu de ce qui va être débattu tout à l'heure, vous le connaissez exactement ? Oui, alors là, pour le coup, oui. Moi, j'en ai donné quelques éléments. Soutien militaire, adhésion à l'OTAN, adhésion à l'Union Européenne. Vous avez le droit d'être en désaccord avec ça. Mais par exemple, l'adhésion à l'OTAN, c'est intéressant. L'adhésion à l'OTAN, il y a l'article 5, je crois, qui fait que quand un pays adhère à l'OTAN, l'OTAN doit réagir. Donc c'est une déclaration de guerre mondiale. Mais l'adhésion à l'OTAN, comme l'adhésion à l'Union Européenne, c'est pas pour demain, c'est pas ce vote qui va en décider. Mais pourquoi mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut écouter Jean-Luc Benamias ? Peut-être là-dessus. Oui, je m'excuse, j'ai quelques sautes d'humeur parce qu'il y a des travaux de SFR à Marseille. Donc, parfois, je vous entends pas. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le débat, pour moi, le plus important, c'est de savoir comment on continue à livrer des armes et comment on continue à aider la démocratie ukrainienne. Et c'est le débat fondamental. Parce que le reste, évidemment, comme Emmanuel Macron, comme à son habitude, mélange tout. Il nous a parlé d'envoi de troupes et ainsi de suite. Tout ça, c'est d'abord, c'est complètement fou et ça n'existera pas, en tous les cas, dans les termes d'aujourd'hui. Ce qui me paraît important, encore une fois, c'est que nous devrions avoir, au niveau de l'Union européenne, constitué des positions communes. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. Alors, on parle beaucoup de l'OTAN, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, c'est peut-être possible. Il y a beaucoup de pays déjà avant, notamment des pays de l'ex-Yougoslavie, qui adhéreront avant à l'Union européenne et ça met du temps et on peut le comprendre. Donc voilà, le débat fondamental est de savoir si nous continuons à livrer des armes à l'Ukraine. Voilà, la réponse est oui. Si j'étais à l'Assemblée nationale, je voterais pour cette demande-là. Mais pour le reste, la complexité de la situation, la complexité qu'a mis d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est-à-dire en faisant des déclarations que vous avez pu le voir. L'ensemble des autres chefs d'État de l'Union européenne ont dit mais de quoi ils nous parlent ? Tout à fait. De quoi ils posent ? Pourquoi ils nous disent ça ? Et ça, à ce niveau-là, c'est effectivement, en fonction des prochaines élections européennes, c'est très très franco-français. Instrumentalisation de la guerre en Ukraine. Oui. Et puis c'est un engagement sur 10 ans, il faut le préciser quand même, parce que c'est pas un engagement à très court terme. C'est pas juste d'aller. Alors il y a 2 ou 3 pays qui ont dit qu'il avait pas tort, qu'il avait parlé de. Enfin, il y a l'Espagne, il y a quelques pays qui ont un peu. Mais cet après-midi, pas l'Espagne. C'est un débat cet après-midi avec un vote non. La Hongrie, oui, a dit ça peut-être. Mais pourquoi pas. Oui. La Pologne, la Pologne. Avec un vote non contraignant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on écoute les débats et... ça veut dire que c'est une mascarade. Oui. Qu'est-ce que c'est un vote non contraignant ? Ça veut dire que c'est un vote dont on ne tient pas compte. Donc les Républicains, a priori, vont voter pour le soutien, le Rassemblement national contre. S'abstenir, non, ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent. Horizon Modem, Parti Socialiste devrait se prononcer en faveur d'un soutien. Et LFI, Manuel Bompard, s'est dit opposé à un accord qui contient en son sein une perspective d'adhésion de l'Ukraine
à l'OTAN. Donc, je sais pas. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs questions de poser ou c'est... Non, c'est un package global. C'est un débat. Oui, mais il y a une question, c'est soutien à l'Ukraine, mais avec du détail. C'est quoi? C'est soutien, c'est 3 milliards, c'est ça qui doivent être apportés à l'Europe. Quand on sait qu'on a 20 milliards d'économies à faire, là aussi, les Français comprennent pas toujours l'équation, même si c'est peut-être poujadiste de dire ça. Puis le concept d'effort de guerre dont a parlé Emmanuel Macron, et l'effort de guerre, Védrine a été exceptionnel. Il a dit, vous savez ce que c'est l'effort de guerre? C'est travailler plus. Et moi, qui suis une chef d'entreprise, je peux vous dire que c'est le seul et vrai sujet. Et si on doit financer un effort de guerre, quel qu'il soit d'ailleurs, guerre économique, il faut travailler plus. Et ça, on est en plus dans le système inverse. C'est-à-dire qu'on a quand même le Premier ministre qui a dit que pour donner l'exemple, il allait faire la semaine de 5 jours en 4 jours. Je veux dire, le signal du travail disparaît considérablement. Voilà, effort de guerre, ça va avec. Oui, on s'éloigne un peu de... l'effort de guerre. C'est plus où on est. Après, on s'éloigne un peu du sujet. Ouais. Il y a quand même le sujet de dire si on n'aide pas l'Ukraine maintenant avec 3 milliards par an, plus tard on peut avoir à dépenser beaucoup plus parce que la Russie va continuer sa progression. Moi personnellement, je n'y crois pas forcément. C'est-à-dire que je ne pense pas que la Russie, même si elle conquiert l'Ukraine, ce que je ne souhaite pas, parce qu'elle a violé le droit international, vous l'avez très bien dit, je ne crois pas que la Russie s'attaque à un membre de l'OTAN, et qui plus est la France encore plus. Donc je n'y crois pas à cette hypothèse. Moi, je crois qu'on a malheureusement toujours un temps de retard. Régnier Branco. De ce point de vue-là, le président de la République a un peu raison quand il dit... Au début, on nous a dit pas de missiles, et puis on a fini par envoyer des missiles, pas de chars, on a fini par les envoyer, mais avec toujours un temps de retard. Ce qui fait que Vladimir Poutine et la Russie, lors de leur tentative d'envahissement de l'Ukraine, ils étaient à un moment en situation très critique. Si à ce moment-là, l'Ukraine avait disposé des munitions et des armes dont elle bénéficie aujourd'hui, sans doute la Russie aurait-elle été repoussée en dehors de l'Ukraine, et peut-être aurait-on déjà fini cette guerre. Et moi, ce qui me gêne, c'est que à force de pleurnicher, de retarder, de se poser des questions, on perd des mois précieux, des années précieuses qui nous coûteront bien plus cher. Elles coûteront plus cher en soutien pour nous, mais surtout en vie pour les Ukrainiens. Mais Rémi, vous comme moi, comme nous tous, on a eu des cours d'histoire qui nous ont expliqué comment s'est déclenchée la Première Guerre mondiale avec le phénomène d'escalade. Donc le fait, là ce que vous racontez, c'est très bien, ok. Mais en fait, ce phénomène d'escalade, à un moment, si personne ne met le holà et de dit stop, ça peut continuer à l'infini. On a connu aussi la Seconde Guerre mondiale avec des accords de Munich, où on s'est dit super, on a préservé la paix et on a eu la guerre mondiale 3 ans après. Donc il y a un moment, même 1 an après, donc il faut à un moment aussi tenir toutes les leçons de l'histoire et savoir qu'un régime est en position d'être agresseur depuis 20 ans, qui va continuer. Est-ce que vous croyez vraiment que l'histoire se renouvelle comme 14, ça 18 et 40, je trouve que les comparaisons indéfinies avec les 2 dernières guerres mondiales me semblent assez... Je sais pas. Jean-Luc, vous vouliez réagir? Ce qui manque à l'Union européenne, et c'est pas totalement nouveau, c'est une vraie politique de défense de l'Union européenne, en collaboration bien évidemment avec l'OTAN, par définition, mais avoir vraiment des positions communes. Je reviens sur ce que tu disais, Rémi. Oui, très bien, il aurait fallu envoyer des chars. Le problème, c'est que la France ne construit plus de chars. Si vous voulez, on construit des missiles, ça c'est vrai. Mais des chars, on n'en construit pas. C'est l'Allemagne qui en construit des chars. Donc, s'il n'y a pas de politique de défense commune européenne, et c'est très compliqué, eh bien, on est chacun dans son coin. Alors, Emmanuel Macron joue avec ça. Ça énerve les chefs d'État et de gouvernement des autres pays européens, mais bon, c'est ainsi. Mais ça ne répond pas à la question. Comment? Moi, je ne crois pas que... je ne crois pas, ça veut rien dire, je ne crois pas. Mais je ne pense pas que la Russie puisse entièrement éliminer l'Ukraine du paysage politique mondial. Mais c'est une croyance. Clairement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est continuer. C'est d'ailleurs ce que demande M. Zelensky. Il nous dit, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai besoin de matériel. Eh bien, continuons à envoyer du matériel. Mais ce qui va tout changer, c'est les élections américaines. Aussi. Pas forcément. Forcément, il y aura forcément quand même des choses. Mais moi, ce que je découvre ce matin, je n'étais pas bien informé, c'est que ça nous engage sur 10 ans, ce soutien à l'Ukraine. C'est 10 ans. 10 ans, et dans le même temps, là, il y a un communiqué de la Cour des comptes qui nous apprend que les finances, qui sont très pessimistes sur ce Moscovici, qui dit que le pire est à venir en ce qui concerne les finances publiques. Donc, il y a quelque chose, pour le coup, il y a une injonction contradictoire que les Français ont peut-être du mal à... Pourquoi 10 ans? Ça, je découvre ça aussi. Soutenir un effort de 10 ans. Parce qu'on est en économie de guerre et que ça fait vendre des armes et que c'est aussi bien pour l'industrie. Ouais. Bon, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions de ce débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale cet après-midi, un débat qui compte pour rien, puisqu'il y aura un vote mais qui n'est pas contraignant, donc ça donnera une idée de l'état d'esprit des parlementaires. Notre ami Eric Revel qui nous écoute me dit l'Europe de la défense, 75% du matériel européen d'armement et du matériel acheté aux Européens. 12 pays européens achètent les avions de chasse américains et pas le Rafale ou l'Eurofighter anglais. Allez comprendre quelque Eric chose. a raison. Et sur les 10 ans, je vais poser la question, pourquoi un engagement de 10 ans dans l'aide à l'Ukraine ? Eh bien 10 ans pour laisser le temps à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne ou à l'OTAN. Une folie, me dit-il, et il a raison. 10 ans, ça suffira pas. Si, peut-être, mais effectivement, cette Europe de la défense que vous évoquiez, elle n'existe pas. Et puis, commençons effectivement par. Enfin, il y a plein d'incohérences dans ce schéma. L'Europe, elle ne s'est pas construite sur une base militaire, elle s'est construite sur une base commerciale, avec la CECA, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, la question, c'est la question de l'intégration politique de l'Europe. Parce que quand on voit les votes, je crois qu'au Parlement, c'est à l'unanimité, pour la plupart, les votes. Donc, presque, oui, ça dépend. Donc, c'est-à-dire comment on peut bâtir une démocratie sur le système de l'unanimité. Déjà, on ne peut pas avancer correctement. Non. Il y a un vrai sujet d'intégration politique. Peut-être qu'un jour, il nous faudrait les États-Unis d'Europe. Mais ce sujet-là, il est devant nous politiquement. L'Europe n'existe pas. Donc, nous sommes à la merci des lobbies, du commerce, etc. Voilà. Et puis, donc, finances publiques. La Cour des comptes qui publie son rapport annuel qui, une fois de plus, va servir à caler une armoire ou une table. Parce qu'à chaque fois... Non, je crois que là, ils sont un peu agacés quand même. Oui, mais enfin bon, agacés, il y a des remarques qui sont faites depuis à chaque rapport mais rien ne change. Mais ce qui est intéressant, il y a des choses extrêmement simples. Pierre Moscovici qui dit il y a une chose très simple, c'est taxer les super profits. Non, ce serait très simple. Ça c'est trop facile. Pierre Moscovici c'est arrêter les arrêts maladie nous aussi. Dit la situation est préoccupante. Nous sommes dans un impératif d'action tellement la situation est sérieuse. On va avoir 50 milliards d'Europe d'économies entre 2025 et 2027. Je veux dire, comment on va faire ces économies, plus les 10 milliards de réduction des dépenses de l'État annoncées en février. Là aussi. Ils sont jouables. Par contre, tant qu'il y a encore des gens intelligents qui vous disent qu'il faut taxer les super profits, on est foutus. Bon. Non, mais en fait, attendez, vous savez qu'Alain Minc, qui n'est pas un bolchevique, propose aussi d'augmenter les impôts. Non, mais Alain Minc a tort depuis 40 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une opinion qui est uniquement une opinion de gauchiste dangereuse. Non, mais tant qu'il y a des gens intelligents qui diront des trucs pareils, on sera foutus. Il y a moi, je l'assume. Il y a certains économistes qui estiment que notre dette n'est plus solvable. Il y a déjà certains économistes qui le disent. Et puis, il y a quand même cette croyance qui est de dire que, quel que soit l'endettement de la France, comme c'est un pays qui fait partie du cœur de l'Union européenne, le fait que la France se plante, c'est l'Europe. Donc, on ne laissera pas tomber la France. Contrairement à la Grèce, etc. C'est ce que disait Philippe de Sertine, l'économiste, en disant que si on n'était pas dans l'Europe, la monnaie serait dévaluée. Bien sûr. Le franc, si on était toujours en France, serait dévalué. En fait, il faut bien voir que le cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne et la France. C'est les deux ventricules de l'Europe. Donc, le sujet, c'est que si l'un des deux ne fonctionne plus, on a un vrai problème. Et quand on parle d'un point de vue militaire, c'est la France qui est en tête, qui est en pointe. On disait que les Américains c'était 75%. Je pense que dans les 25% qui restent, il y a pas mal de France dedans. Et il faut absolument sortir des chiffres du déficit de la France, les dépenses militaires quand elles sont, par exemple pour l'Ukraine, comme elles l'ont été à l'époque sur le Mali. C'est inconcevable qu'on reproche à la France de trop dépenser en termes de dépenses publiques parce qu'elle aide à la sécurité qui concerne tous les Européens. Ça c'est bien gentil, c'est récent, hein. On s'est bien planté avant. Le Mali, c'était il y a 10 ans. Oui. Minc propose, me dit Eric, qui participe à notre débat, propose d'augmenter la TVA. L'impôt le plus juste, tout le monde le paye, parce que je vous rappelle. D'inflation. Ça, on sera évidemment en désaccord. Non, mais il propose pas d'augmenter les impôts, il propose d'augmenter la TVA, qui est certes un impôt, mais c'est un impôt plus juste. Et puis c'est les riches qui paient parce qu'ils dépensent plus, donc il y a plus de TVA. Donc c'est les riches. Pas sûr. Il faut quand même. C'est les pauvres qui payent la TVA le plus, évidemment. Ils sont plus nombreux. Non, t'as dit les riches. Non, pas les riches. Il faut quand même se rendre compte que le niveau, le coût de la vie actuel est bien plus important qu'au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on demande d'augmenter la TVA à un moment où on n'a jamais été au pire. C'est Alain Minc qui demande, c'est pas le gouvernement pour l'instant. Et
Et oui, l'impôt le plus injuste, pardon, j'ai dit le plus juste, mais le... Ah non, le plus injuste, oui. Non, moi je trouve pas injuste. Non, il n'est pas injuste du tout. Mais tout le monde le paye, je trouve, la TVA. Tout le monde la paye, et quand vous dépensez très peu, vous payez très peu d'impôts. Quand vous êtes riche, vous en payez énormément. Moi, j'appelle pas ça juste. Mais non, plus vous êtes riche, moins vous en payez. Mais Les super riches payent 2% d'impôts. Je parle pas des impôts, je parle de la TVA. Oui, la TVA. Impôt juste ou injuste? Moi, je le trouve injuste parce que je dis que tout le monde le paye. Les super riches paient moins d'impôts. Effectivement, vous êtes avantagés, bon, c'est n'importe quoi. La TVA, non, ils en payent énormément. En globalité. Bon, énorme risque, façon, en tout cas, sur la dette française avec les agences de notation en avril, où la note de la France risque effectivement d'être dégradée. On a à chaque fois, on passe à travers. Oui, mais là, c'est quand même... Déjà, Valérie, le fait qu'on soit sous l'égide des agences de notation, Fitch, etc., ça pose un problème, parce que ce sont des agences de notation privées, quand même. Oui. Donc, qu'on soit noté par le privé, je trouve ça déjà un peu délicat. Ouais. Oui. Que vous voulez finir sur quoi? Il nous reste pas beaucoup de temps. Kate Middleton, ça vous passionne ou pas? La photo de Kate Middleton. Vous êtes inquiète? Je suis inquiète et j'ai trouvé stupéfiant qu'elle modifie une photo d'elle, ce qui veut dire beaucoup de choses. Alors, je sais, c'est insignifiant par rapport à tous les problèmes dramatiques qu'on vit, et pourtant, l'image un peu conte de fées, j'ai mon socialiste préféré qui va hurler, mais l'image un peu conte de fées de la cour d'Angleterre, de Kate Middleton, il y a quelque chose, voilà, c'est un peu gai par rapport à l'actualité, et sa maladie a inquiété énormément de gens, le monde entier, et en particulier, on ne sait pas ce qu'elle a, donc voilà, et elle a fait une photo truquée. Oui, c'est ça. Et elle a publié une photo dont on s'aperçoit, et toutes les agences de presse ont retiré cette photo. Donc là, le déversoir à complotisme est ouvert sur le pourquoi du comment. Est-ce qu'elle aurait quitté William? Enfin, il y a plein d'hypothèses, mais c'est un sujet qui passionne. C'est un sujet sérieux parce que c'est aussi le fondement de l'inquiétude de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a vu, là, il y a maintenant une manipulation. Là, c'est elle qui a retouché. C'est elle qui a retouché. Oui. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ça derrière. La royauté, c'est aussi le symbole de la pérennité, de ce qui est stable, de ce qui est durable. Et que c'est vrai que quand on parle du couple de William et Kate Middleton, c'est vraiment ceux qui devront prendre la succession, qui sont jeunes, qui sont censés être en pleine santé. Et c'est vrai que le fait que ce maillon de la chaîne soit un peu en difficulté, ça gêne la royauté qui est vraiment le symbole de la stabilité. Oui. L'Angleterre est un pays relativement stable sans la royauté. C'est un critère de stabilité. Au niveau de la démocratie. Mais on peut comprendre que les Anglais aient besoin de nouveaux débats, vu qu'eux, ils n'auront pas d'élection européenne pour la première fois depuis longtemps. C'est vrai, pas d'élection européenne. Donc, vous pensez qu'il va se passer quoi, vos élections européennes? On est à 2 mois. RN, oui, il y a encore un sondage hier qui les mettait à plus de 31. Ouais, à 31. Mais si le RN gagne, ils auront tout fait au gouvernement pour le faire gagner. Je dois dire que là, il y a une campagne faite gouvernementale pour faire gagner le RN, il faut s'incliner. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'on rentre 89 députés Rassemblement National avec un scrutin majoritaire. Donc là, on est sur quelque chose où vraiment la digue a été, la digue a sauté. Et puis, ce qui moi me fait peur, c'est que je vois sur le terrain des gens qui me disent tranquillement, on vote RN par espoir. Parce que vous nous désespérez, vous les politiques, et on sait très bien que dans leur programme, il n'y a pas grand-chose qui va changer notre vie. Par espoir ou par colère? Colère, mais espoir que ça change. Ils ne font pas forcément confiance au RN pour améliorer leur vie, mais l'espoir qu'à travers ce grand coup de semence, tout le monde se réveille et que par magie, demain, tout aille mieux. Et je crois que c'est malheureusement, évidemment, une grave illusion on a 3 mois pour la démonter, cette illusion, mais elle est très solidement ancrée chez des gens qui disent on a tout essayé, maintenant il ne nous reste plus que le RN. Donc c'est à nous, il nous reste 3 mois pour aller sur le terrain et nous battre, parce que ce sera l'inverse de ce qu'ils croient. Les gens oublient que les extrêmes prennent toujours le pouvoir par le national-socialisme. Et la dédiabolisation du RN, c'est exactement ça. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Moi, je dis oui. Oui au